Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour cette dernière après-midi. Je vais passer la parole tout de suite à Isabelle Denis, qui est docteure en histoire de l'Université Paris 4. Merci Monsieur le Président, merci de m'avoir invité, de m'avoir retenu dans ce colloque. Et ça me fait revenir quelques années en arrière, puisque j'avais travaillé sur Bakar Coussou il y a maintenant fort longtemps, c'était en 2001 pour un colloque en Avignon. Et le texte avait été publié que plus tard. Et donc l'occasion de ce colloque m'a donné la possibilité finalement de confronter mon texte, mon travail d'historienne, avec celui d'un auteur dramatique contemporain à Mayotte, Alain Kamal Martial. Et Alain Kamal Martial, je devrais dire aussi ensuite Henri. Et que voilà, je vais vous livrer un petit peu le fruit de mes recherches. Le fruit de mes recherches et donc la manière dont les choses se sont finalement transformées petit à petit et pour aboutir à quelque chose que j'ignorais totalement il y a quelques semaines. Donc voilà, j'étais partie sur il n'y a que deux possibilités de faire l'histoire de la révolte de 1858 et le fait que Bakar Coussou soit le héros, je dirais, malgré lui. Il y avait l'historienne et il y avait cette pièce de théâtre qui me semblait complètement, je dirais, ubuesque, presque à la limite de l'absurde, mais dans le sens littéraire du terme. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses que ça. Voilà. Alors, Mayotte, parce qu'il faut quand même qu'un certain nombre d'entre vous se rappellent un petit peu, on a parlé du Sénégal, on a parlé de beaucoup de choses, mais Mayotte, on ne sait pas trop où ça se situe. Mayotte, c'est là, c'est ce petit truc noir là, qui est dans le canal de Mozambique, la côte africaine que tout le monde connaît, bien sûr, la Réunion, pour ceux qui savent, et puis Madagascar, dont on a déjà parlé hier. Voilà. À nouveau Mayotte, où vous voyez un petit peu comment ça se présente, un petit peu mieux aujourd'hui. Ouangani, parce que je vais vous en parler tout à l'heure, c'est ici, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est en plein cœur de l'île. Je vais vous parler souvent, je vais énumérer des villes. Dzaoudzi, c'est un espèce de rocher. Mais quand je dis rocher, c'est-à-dire que ça fait 1 km² tout juste. Et c'était là le siège du Parlement, du pouvoir. Et c'est sur ce rocher que tout se passait. La population autochtone est ici. Et la population, enfin si je puis dire la population, le gouvernement colonial était là. Donc 2 îles, une petite terre, ce qu'on appelle petite terre, ce qu'on appelle grande terre à côté. 2 populations, 2 systèmes, chacun cohabite. Grosso modo, c'est ça. Dans l'absolu, ça ne sera plus tout à fait la même chose. Donc Mayotte, pour juste un petit rappel, a été colonisée. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui. Mayotte a été colonisée par la France en 1841 et aujourd'hui, pour ceux qui l'auraient un petit peu oublié, c'est le 101e département français. L'île a été colonisée par la France 50 ans avant, un demi-siècle avant les Comores et Madagascar, et s'est déroulé sur cette île donc un événement dramatique qui a entraîné la mort de 2 individus connus sous l'appellation, dans les archives, je précise, insurrection de 1856. Alain Kamal Martial, dramaturge mahorais, a consacré une pièce à l'un des 2 morts de cette révolte, Bakar Coussou. Joué en avril 2005 à l'occasion de la commémoration de l'esclavage, le texte n'a pas encore été publié. Nous avons eu pour cette communication repris donc notre travail de recherche et nous avons eu de longs entretiens avec Alain Kamal Martial. Donc je vais vous montrer dans un premier temps mon regard d'historienne sur cette révolte et en même temps ce qui s'est passé, enfin ce que disent les archives et ce qu'elles ne disent pas, et ensuite le regard du dramaturge, mais jusqu'où ça nous emmène. Bakar Coussou, pour moi historienne, c'est un dignitaire sakalave. Sakalave veut dire qu'il est originaire du nord-ouest de Madagascar. Il est signataire du traité de cession de Mayotte à la France en 1841. On retrouve son nom avec l'ensemble des chefs de village. Son nom reparaît dans les archives avec la révolte de 1856. Je dis bien révolte et qui s'appelle insurrection au moment de son exécution. Sur quelle source on se fie quand on est historienne par rapport à cette affaire? Eh bien, on n'a que les archives des ANOM d'Aix-en-Provence qui nous livrent au travers de 6 dossiers d'archives dans des cotations très différentes, les séries géographiques de Madagascar et le dépôt des papiers publics des colonies, les éléments des connaissances donc, de ce personnage, et évidemment la perception uniquement de l'administration coloniale. Alors, pour les puristes, c'est dans les séries MAD 230-496, 242, 250, les cartons principalement 235-514, retenez bien, c'est celui qui est le plus important, et le carton 273-622. Voilà. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'il est, ce monsieur? Eh bien, il est chef de village.
en 1856. Il est censé être chef de village, là, au nord, pratiquement par ici. Or, dans un certain nombre de papiers d'archives, on le retrouve plutôt vers le sud de l'île, là, dans la grande baie de Bouéni, ici. La révolte, qu'est-ce que c'est que cette révolte de 1856? C'est une révolte, en fait, de la main-d'œuvre forcée qui commence le 18 mars, alors que le commandant supérieur est parti, il s'appelle Véran, c'est un commissaire de la marine, il est parti à Nosy-Bé, où un concessionnaire a été tué par des engagés. Sur 2 plantations à Mayotte, justement une qui se trouve ici, celle qui se trouve plutôt là, et puis celle qui se trouve ici, eh bien, les 250, c'est à peu près 250 engagés sur ces 2 plantations, cessent de travailler pour réclamer d'être enfin payés, puisqu'ils n'ont pas été payés depuis près de 18 mois. Au total, ce sera pratiquement, ça va faire tache d'huile, 600 personnes qui vont prendre le maquis dans la montagne, bien évidemment, puisque tout au milieu, vous imaginez une arête montagneuse avec les forêts. Après un mois de tentatives de négociation, la répression commence dès le 17 avril. Tentatives de négociation ne pouvaient pas réussir puisqu'elles étaient menées par des concessionnaires eux-mêmes impliqués dans l'affaire. Donc la répression commence le 17 avril et se poursuit jusqu'à mi-mai avec des troupes indigènes plus résistantes aux fièvres, nous dit-on dans les archives. Les condamnations du procès militaire ont en fait fait glisser cet événement à caractère social, puisqu'en fait c'est un événement à caractère social, en une remise en cause de l'autorité coloniale. Bakar Koussou est le principal condamné, on ne sait pas pourquoi c'est lui qui a été arrêté, mais en tout cas il a été dit que c'était lui, comme il parlait français, comme il avait des relations assez étroites avec l'administration française, et bien que c'était lui qui devait être le responsable, il n'a pas su tenir ses gens. Donc il va être condamné pour avoir osé toucher à main armée à notre drapeau. Or, on n'a aucune trace à aucun moment dans les enquêtes et dans quoi que ce soit qu'il eût été armé, alors peut-être de Saguet vraisemblablement. Et il est condamné à mort par le Conseil de justice réuni le 9 juin. Alors, je vous l'ai dit, c'est la justice militaire. Il y a donc le capitaine des troupes de marine qui vient juste d'arriver, qui ne connaît rien. Le lieutenant de vaisseau de la marine qui est là, mais bon, qui va faire office de présence. Le médecin militaire et le commandant supérieur avec 2 concessionnaires, donc en plus très impliqués dans cette affaire de révolte sociale, donc qui vont le juger. Donc l'enquête va durer 6 jours et il sera exécuté donc à Dzaoudzi, où je vous ai évoqué tout à l'heure, en petite terre, là, voilà, ici. Il sera exécuté le 22 juin à 8h, les fameuses aubes, je dirais. Il commence à faire chaud à cette heure-ci à Mayotte quand même. Et donc, on va rassembler tous les chefs de village, a priori 300 personnes, plus les populations des villages. On essaye d'en ramener le plus possible, mais enfin, on s'imagine bien que le plus possible, ils n'ont pas traversé. Hein. Il n'y a pas de service de bateau, donc ce sera surtout les gens d'ici. Et on sera allé chercher, effectivement, avec les boutres, les chefs de village de la Grande Terre pour les y emmener obligatoirement, parce que ça demande quand même 6 heures de rame entre les deux, si on y va à la rame. Donc, je suis un petit peu dubitative sur certaines choses. Bref, en tout cas, on va le fusiller, là où aujourd'hui il y a la Légion étrangère, et devant cette foule nombreuse, et on va organiser ensuite un grand kabar. Le grand kabar, c'est-à-dire tout simplement la grande réunion avec l'ensemble des chefs de village auxquels on va dire que la France est là et c'est elle qui a l'autorité. Et donc, il faudrait peut-être que tout le monde rentre sur les plantations. On oublie le second condamné à mort qui sera exécuté 1 an après. Il s'appelle Bahari. Et lui, il est mozambicain. Il a 35 ans. Il est originaire entre guillemets, bien sûr, c'est-à-dire qu'il est sur une plantation à Ouangani, au centre, et il sera exécuté le 30 juin 1857 dans l'indifférence la plus totale. Après réunion d'un nouveau conseil de guerre. En fuite, il a été livré en fait par la reine de Nosy Lava, une petite île au large du nord-ouest de Madagascar. L'administration a donc exécuté, si on regarde bien, un sac à laver, un mozambicain, c'est-à-dire un Makua. On ne sait rien de la suite. Ce qu'on a fait des corps, ce qui s'était rendu à la population, où est-ce qu'ils sont enterrés, ce qui donne aujourd'hui encore, je dirais, une espèce de recherche pour certaines personnes, et je l'ai vu notamment cet été, où me promenant à Ouangani pour voir des amis mahorais, je leur ai dit, en regardant le paysage, ce paysage me parle. Et ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit, mais c'est là qu'a eu lieu une bonne partie de la révolte alors voilà, la révolte et l'ensemble de la répression. Voilà les concessions Ouangani ici.
Voilà. Et donc, on m'a emmené, on m'a dit, il y a des tombes là-haut, il faut que tu viennes les voir parce qu'il faut que tu les identifies. Comme si j'allais pouvoir identifier des tombes du 19e siècle sur lesquelles il n'y avait pas de plaque ni rien du tout et savoir si c'était sous les broussailles. Et puis, c'est pas que des broussailles, feuilles sèches et compagnie. C'est un petit peu compliqué. Donc, toujours est-il qu'on est allé voir, il y avait des tombes, mais rien ne dit que c'était les tombes de Bakar Koussou. Et d'autres, c'était très certainement des tombes de travailleurs indigènes et peut-être même des gens du XXe siècle qui sont morts et qu'on a enterrés dans la montagne parce qu'il n'y avait pas de cimetière à Ouangani. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ce que dit le dramaturge Alain Kamal Martial Henry, qui est donc une personne qui a aujourd'hui une quarantaine d'années, qui a fait ses études de lettres à l'université de Cergy-Pontoise en littérature comparée et qui occupe un poste très intéressant de directeur de la culture au Conseil général de Mayotte. Il est issu d'une famille, d'une grande lignée à Mayotte, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la politique de père en fils et en frères et autres. C'est donc Alain Kamal Martial. On oublie le nom de famille qu'il y a derrière parce qu'en fait, il est le fils de Martial Henry, le docteur Martial Henry, un des premiers médecins de l'île, frère de Marcel Henry, sénateur de Mayotte, qui a œuvré pour le Mayotte française et ensuite la départementalisation. Donc voilà la lignée un petit peu pour vous dire. En tout cas, Alain Kamal Martial a écrit cette pièce entre 2003 et 2005. Une pièce qui s'appelle Bakar Koussou, pas encore publiée. Il a eu la gentillesse, après un acharnement terrible, de 2h30 d'entretien, de me prêter son manuscrit, enfin son manuscrit, un exemplaire, pour qu'il comprenne ce qu'on pouvait en faire. Et il l'a fait jouer à l'occasion de la commémoration du décret Schulcher abolissant l'esclavage. Il l'a fait jouer donc à Dzaoudzi en avril 2005. Cette pièce s'appelle donc Bakar Koussou. Là où ça m'intéresse et interpelle l'historienne, c'est qu'à Mayotte, le décret Schulcher n'a aucune légitimité, puisque l'esclavage avait été aboli avant par le décret impérial du 9 décembre 1846 et appliqué à partir du 1er juillet 1847. Par ailleurs, en quelques jours, lors de cette fin avril, plusieurs commémorations devraient se télescoper. L'anniversaire du rattachement de la France à Mayotte, le 25 avril 1841, et pour la Légion étrangère, qui se trouve aussi sur ce rocher, Cameron, à la fin du mois. Or, le 25 avril n'est pas célébré, mais on célèbre l'abolition de l'esclavage juste après, ce qui apporte un certain nombre de confusions dans les mentalités. Le texte initialement remis, je vous ai dit, par son auteur, ne faisait que 13 pages. Notre rencontre du début du mois d'août, maintes fois reportée, a finalement eu lieu dans le bureau du Conseil général. Et il a duré 2h30. 2h30 au cours desquelles il a fallu poser des questions et avoir en face de soi quelqu'un qui, dirons-nous, a l'impression qu'il est en train d'écrire l'histoire de son île tout en étant un littéraire, mais en ne faisant appel à aucune source d'archives, si ce n'est la mémoire. Alors, voici la page de couverture annotée de sa main, puisqu'il a décidé de l'auto-publier, puisqu'a priori, il n'a pas d'éditeur en métropole. Ce texte de 42 pages, si on regarde bien, il est écrit, alors là sur la page de couverture, vous ne voyez pas, il est écrit en langue vernaculaire, shimaoré, swahili, mais aussi entrecoupé donc dans les champs, c'est un peu ça, et en français. Sur la page de couverture, il y a un truc qui est assez, qui pour moi a été historienne choquante, parce qu'on n'utilise pas les mots comme ça, Holocauste Makwa. Cette mention m'a interpellée et Bakar Koussou est un malgache qui plus est. Donc comment on pouvait parler d'Holocauste Makwa au sujet d'un Makwa, qui n'est donc pas venu du Mozambique, il y avait un problème quelque part. Le terme d'Holocauste employé par l'auteur, pour lui, c'est pour marquer les esprits, même si le sens historique ne correspond pas. Quant au titre central que vous avez là, Vaxambara, l'auteur lui donne la signification de sauvage. La pièce, en fait, relate les derniers moments de Bakar Koussou par des dialogues imaginaires entre Bakar Koussou et le commandant supérieur Véran. Les propos souvent violents. Je vous en ai mis un extrait devant vous, avec des phrases qui sont souvent sans verbe et que l'auteur explique par sa volonté de se distancier du français et faire, je cite, « exister la liberté. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre la chose et le mot ». Alors voilà, je te chien le français, je te serpent, je te chacal, je te rébellion, je te crachat dans la gueule, je te désobéissant, je liberté, cette langue-là que moi adresse-toi. Or, on sait que dans les textes du commandant Véran et d'autres, que Bakar Koussou parlait un très bon français. Donc, là, il y a une interprétation un petit peu étrange. Mais la pièce comporte aussi donc une histoire des Makwa. Tout ça est mélangé, que l'auteur qualifie de peuple de l'errance,
Et ce qui nous renvoie au titre, puisqu'il ose comparer les Maquois à la population juive en Europe. Pour lui, ce sont deux peuples de l'errance. Le style est particulier dans l'ensemble de la pièce. Il n'y a pas de chronologie. C'est une démarche volontaire de sa part. Il souhaitait s'affranchir du temps et briser le lien entre le fait et le réel. L'auteur met en scène trois personnages, un notable de Pamandzi, Abdallah Bouana, si possible un local, Bakar Koussou, Sakalave, et le commandant supérieur Véran. Tout au long de la pièce, il fait passer Véran pour fou et lui prête des propos parfois incohérents, des confusions de termes. Abdallah Bouana est présenté comme un Mahorais au service du commandant supérieur Véran. Et là se pose pour moi la question de la littérature historique ou d'une littérature complètement à l'écart. Nous nous sommes heurtés sur un principe, c'est-à-dire avec Alain Kamal Martial, sur le fait que ce soit une littérature historique complètement déconnectée, que ce n'était pas de l'histoire. Alain Kamal Martial dit avoir choisi une écriture de force, de provocation, et ne pas vouloir être esclave de l'histoire. Néanmoins, il s'est dit détenteur de la mémoire locale des anciens qui lui ont parlé. Il n'a pas enregistré ces anciens et refuse que nous allions les voir ensemble pour essayer de faire avancer la connaissance historique. Il a été, selon ces termes, choisi pour être le détenteur de la mémoire officielle. S'il meurt, ce que je lui ai dit, vous pouvez mourir d'un accident de la route, il y en a de plus en plus à Mayotte, faites attention. Il m'a dit, c'est pas grave, un autre sera choisi qui recevra le même héritage à transmettre. Cette pièce de théâtre met donc en scène aussi des femmes du Mozambique chantant la nourriture, l'or, l'esclavage, mais on ne sait pas. Et il est incapable de me dire si l'esclavage, c'est ce qui était avant en Afrique, avant qu'il soit transporté à Mayotte, ou si c'est le travail forcé. Il n'a aucune référence là-dessus. Ce que ne retient évidemment, l'auteur ne retient absolument pas donc toute la démarche historique fondée sur les archives. Pour lui, ça n'a absolument aucune valeur. Il s'inscrit dans une démarche donc originelle de la réécriture de l'histoire, légitimée par ses origines, puisqu'il m'a gentiment dit à plusieurs reprises que je n'étais pas légitime pour ça. Donc, vous imaginez la teneur de la fin de l'entretien. Maintenant, pourquoi cette œuvre, pour moi, n'est pas une œuvre originelle et ce n'est pas le grand truc? Je le remets dans un autre contexte. En fait, on s'aperçoit qu'il y a eu d'autres œuvres avant la sienne. Et vous avez là, derrière vous, devant vous, pardon, vous avez Babadi, qui est un chanteur de reggae mahorais. Alors, jusqu'à présent, moi, je ne connaissais pas Babadi. J'ai appris à connaître Babadi. Et personne très attachante, mais alors, pour l'avoir au téléphone, je puis vous assurer que vous faites au moins 4 ou 5 numéros de téléphone et vous attendez au moins 4 jours, 8 jours, 15 jours, 3 semaines pour essayer de l'avoir. Depuis la métropole, c'est quelque chose de spécial. Mais bon, on y arrive parce que tous vos contacts à Mayotte disent « Mais attends, je te le connais, j'irai te le récupérer » et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc, en fait, Babadi est un chanteur donc, qui a écrit cette chanson, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Fight », que vous avez ici, en partie, en 1997. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la première démarche de mémorialisation de Bakar Koussou. Babadi est en fait, aujourd'hui, il travaille à Mzamboro, dans le nord-ouest de l'île, à la mairie de Mzamboro, mais il a surtout fait une école d'architecture à Grenoble, dans les années 90. Ceci étant, Grenoble-Mayotte, on ne voit pas trop l'intérêt. Enfin, on se pose des questions. Mais en fait, l'université de Grenoble et l'école d'architecture de Grenoble étaient liées à Mayotte par l'entreprise, je dirais, de reconstruction de ce qu'on appelle à Mayotte des cases CIM, c'est-à-dire des maisons en dur, en briques de terre compressées. Et c'est l'école d'architecture de Grenoble qui a, entre autres, initié ce processus. Dans cette école, il a tout simplement rencontré les textes d'un Américain. Il ne se souvenait plus du nom. À l'évocation du nom de John Breslau, ça lui a rappelé un certain nombre de souvenirs, qui parlait du début de l'histoire de Mayotte, et il a entendu parler du sultan Andrian Souli, celui qui a cédé ou vendu, selon sa position, la Mayotte à la France, et il a découvert le personnage de Bakar Koussou, ce qui lui était arrivé. Il n'est pas allé plus loin, ça ne l'intéressait pas, il ne faisait pas des recherches en histoire, mais il a voulu qu'on se souvienne du nom. Et donc, pour lui, c'était normal, comme il était musicien, de faire une chanson pour rappeler ne serait-ce que le nom. Pourquoi l'a-t-il appelé « Fight » en anglais? Tout simplement pour se cacher. C'est volontaire pour lui. On se cache comme ils étaient cachés dans la montagne. Il a d'abord écrit la musique et, comme il dit, les mots se sont posés d'eux-mêmes. Les paroles se sont posées d'elles-mêmes. L'important, c'était d'être juste et de prononcer le nom Bakar Koussou, mais il n'y a pas d'idée de rébellion ni d'idée de haine.
La chanson est écrite la plupart du temps en shimaoré. Vous avez là une traduction qui m'a été faite par des amis de Mayotte Première qui ont regardé et qui m'ont traduit à peu près cela. Donc pendant ce temps, on nous a raconté des mensonges. Le 11, ce n'est pas simplement pour la France, c'est aussi pour le système. Il m'a bien expliqué que c'est le système, y compris les autorités locales mahoraises actuelles depuis l'indépendance. Le but de Babylone, c'est-à-dire le système, est de nous faire peur. Chut, on ne parle pas de ce qui pourrait fâcher parce que Mayotte doit rester française. Et donc, si on parle de quelque chose qui a opposé les autorités françaises à la population, alors peut-être que les Français ne voudront plus qu'on soit français. Voilà, c'est ce que lui explique. Souvenons-nous de Bakar Koussou, ils l'ont attaché devant tout le monde. Bon, là, on est dans les choses très historiques. Et qu'on les combatte, ça c'est dit en anglais normalement. Pendant ce temps, on nous a donné espoir. Là encore, on fait appel à Bamana et à tout le monde. Et il va jusqu'à remercier Dieu de pouvoir l'aider à se souvenir. Et il y aura un petit morceau en français qui dit « Devant le peuple mahorais, on a tué un martyr, un représentant de la liberté, qui s'appelait Bakar Koussou, spécial dédicace ». Ça, c'est le seul petit morceau en français. L'album est sorti en métropole, puis après à Mayotte. Et de Mayotte, on l'a appelé à Grenoble en lui demandant pourquoi il avait fait cette chanson. Babadi a expliqué évidemment pourquoi il l'avait fait, ce qui n'a pas forcément été compris. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que cette chanson, elle est reprise, lui continue de la chanter. Et quand il la chante en concert, comme par exemple au Festival Intermusique il y a 3 ans à Passamenti, eh bien, les gens la reprennent en chœur. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une mémoire de la chanson de Babadi un peu plus de 10 ans après. Et des jeunes groupes de rappeurs viennent le voir aujourd'hui pour lui demander l'autorisation de reprendre et d'adapter cette chanson. Ce qui veut dire qu'on ne connaît peut-être pas Bakar Koussou, on ne connaît peut-être pas l'histoire de Bakar Koussou, mais on connaît la chanson qu'il en a fait et le rythme et les paroles, finalement, peuvent être reprises par des gens aujourd'hui. C'est ce que je lui disais, vous êtes finalement un des précurseurs, même si on sait que le terme est un petit peu galvaudé, de la mémoire de Bakar Koussou. Alors, pour être très juste, il y a un troisième personnage qui a aussi écrit sur Bakar Koussou, il s'appelle Bako. Vous avez la couverture de son livre qui s'appelle « Coupeur de tête ». Il a fait des études à Saint-Étienne, dans la bonne mouvance aussi, il est de la même génération que ses 2 prédécesseurs. Et il fait un long texte, entrecoupé de scènes, mais dans lequel il est un peu plus rigoureux que dans la pièce de théâtre. Ça, c'est certain. Néanmoins, il ne cite jamais ses sources. Il recopie des morceaux de textes d'archives d'Aix-en-Provence, on en reconnaît certains, mais en aucun cas, il ne les cite. Il invente un certain nombre de choses, c'est normal, c'est un roman, et notamment, il invente un certain nombre d'éléments de la vie privée de Bakar Koussou. Néanmoins, on ne saura pas davantage, on imagine, on ne saura pas davantage qui il était, s'il était marié, s'il avait des enfants, s'il était vraiment de Bouyouni, parce que nous avons trouvé des traces ailleurs. Alors, quelle mémoire aujourd'hui a-t-on de Bakar Koussou? Je l'ai juste évoqué tout à l'heure. Je n'avais pas prévu cet aspect, je voulais juste me contenter de la littérature et de l'histoire. Et c'est en discutant avec des Mahorais, notamment un Mahorais de Lyon, Ibrahim Sindou, qui voulait savoir qui était Bakar Koussou, que j'ai décidé de le questionner à mon tour, et ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Comme les Mahorais voulaient un message sur Facebook, j'ai envoyé un message sur Facebook à un groupe de 421 membres qui n'a fourni que 5 réponses, ce qui en dit long. D'autres que j'ai recontactés, relancés, m'ont dit « mais on ne connaît pas, jamais entendu Bakar Koussou ». Et les élites locales, j'en ai rencontré à nouveau certaines, à Paris comme à Mayotte, il y a quelques semaines, m'ont dit « ah oui, on vous a vu hier à la télé ». Et donc, du coup, ils ont répondu à mes questions. Ben, c'est pareil, continuez, on ne connaît pas notre histoire. Mais que connaissez-vous de Bakar Koussou? Oh, c'était un rebelle, je crois. Alors oui, ne fais pas ton Bakar Koussou. Pour un Mahorais interrogé, c'est une petite phrase qu'il a entendue quand il était enfant par son père, ça veut dire « ne fais pas ton rebelle ». Voilà, donc c'est une petite phrase qui a aussi été qui est dite, qui est dans la tradition populaire, mais a priori, peu de gens s'en souviennent, puisqu'elle m'a été rapportée que par 2-3 personnes. Pour conclure, donc, ce que je peux dire, c'est que la chanson de Bakar Koussou, donc la chanson de Babadi, est toujours chantée donc aujourd'hui, que Alain Kamal Martial a fait jouer sa pièce à Ouangani, mais la mémoire locale est très partagée sur les souvenirs de la pièce et du personnage. Certains ont découvert le personnage, d'autres disent que Bakar Koussou a été assassiné parce qu'il défendait des esclaves.
Cette année, le 25 avril 2014, l'hebdomadaire Mayotte Hebdo, le seul hebdomadaire qui existe depuis 15 ans à Mayotte, a consacré un dossier de 2 pages à Bakar Koussou, sans que cela augmente le nombre des ventes. Selon son directeur, Laurent Canavat, le journal accompagne les événements, comme ce fut le cas pour les ouvrages que j'ai cités tout à l'heure, la représentation de la pièce, mais il n'y a pas véritablement d'engouement par la suite. Il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de plaque à la mémoire de Bakar Koussou. Pourtant, Bobadi, avec d'autres, sont allés voir les élus, tous favorables, mais sans suite finalement. En revanche, ce sera mon dernier mot, le 10 novembre dernier, une cérémonie orchestrée par Alain Kamal Martial et le Conseil général en présence du préfet a permis de baptiser le marché Zaki Hamadi, le nom d'une chatouilleuse, nom éponyme d'une pièce de théâtre d'Alain Kamal Martial, là encore, sans lien avec le calendrier, puisqu'elle elle est morte au cours d'une manifestation en octobre 1969. Le discours du préfet devrait être révisé parce qu'il n'est pas très historique. Je m'arrête là, merci. Merci Isabelle. Et je passe tout de suite la parole à Odile Anquez-Passavant qui vient de l'Université Paris 8. Non, je n'ai pas besoin. C'est juste, voilà, on m'a signalé que j'étais pas très audible tout à l'heure parce que j'ai tendance à pas parler très fort. En plus, je trouve pas vraiment ma position entre le micro et le reste. Donc, si on m'entend pas bien, il faut me le dire. Ah, merci. Il va falloir que je louche sur l'écran sous mes yeux. Alors, ce matin, avec Amaury Laurin, on a entendu parler de Paul Vigné-Docton. Et ce qu'Amaury Laurin nous montre, c'est que, indépendamment de savoir si Vigné-Docton était à proprement parler un anticolonialiste ou pas, il s'est durablement efforcé de constituer la question des modalités de la colonisation, en l'occurrence ses crimes et ses exactions de toutes sortes, comme une question politique. Je voudrais revenir aujourd'hui sur un événement qui a un statut tout à fait singulier parmi les crimes qu'il a dénoncés et qui est le tout premier. C'est l'expédition punitive qui eut lieu au Rio Nunez à la fin du mois de mars 1885. Cet événement est incontestablement fondateur dans la prise de conscience de Vigné-Docton, qui en a été très durablement marquée. Pour lui, les circonstances sont un peu particulières. Alors qu'il vient de terminer ses études de médecine, il souhaite épouser Madeleine, une toute jeune femme qu'il aime et dont il est aimé. Parce qu'il est issu d'un milieu très modeste, bien différent de celui de Madeleine, on lui refuse sa main. C'est donc par tristesse et par dépit qu'il accepte une mission au Sénégal, à Saint-Louis, où sévit alors la fièvre jaune. Très peu de temps après son arrivée, on l'affecte comme remplaçant à bord d'une des 2 embarcations qui doivent effectuer la mission de l'expédition punitive. C'est donc un tout jeune homme de 26 ans, en plein chagrin d'amour et qui vient d'être humilié en raison de son origine sociale, qui va assister à un véritable carnage. Alors, en quoi consiste le massacre? Je le raconte très brièvement. Le 27 mars 1885, 2 embarcations, l'Ardent et le Héron, abordent au petit matin dans les villages de Katinou et de Kunchunku, donc sur le Rio Nunez, habités par les Nalous. Je fais une parenthèse, j'ai pas précisé où était le Rio Nunez et j'ai pas pensé à apporter une carte, ce qui est un peu idiot parce que nous ne sommes pas des géographes et je suis la seule ici à travailler là-dessus, vous savez pas forcément. Donc le Rio Nunez, c'est une des rivières qui fait partie de ce qu'on appelle alors les rivières du Sud et dont la partie inférieure, Northern Rivers pour les Anglais de la colonisation. Et ça correspond à peu près pour la moitié inférieure ou la moitié méridionale à la Guinée-Conakry actuelle. Voilà. Et le Rio Nunez est la rivière la plus au nord, qui est à quelques kilomètres de la Guinée-Bissau, plus au sud. Donc on est vraiment dans l'Afrique de l'Ouest, juste au sud du Sénégal. Voilà. Donc, l'Ardent et le Héron arrivent le 27 mars 1885. Enfin non, ils arrivent quelques jours plus tôt. L'attaque a lieu le 27 mars 1885. Il fait encore nuit, les villages sont endormis parce que c'est une attaque surprise. Il s'agit, je cite Vigné-Docton, de combiner les forces navales, les effectifs du cercle et les auxiliaires pour écraser les révoltés et raser les repères du chef. Depuis les embarcations et depuis la terre, les villages sont attaqués aux fusils, aux mitrailleurs et incendiés. Ceux des habitants qui ne peuvent pas fuir périssent dans l'incendie. Et le même jour,
Le village de Victoria, un peu plus au nord, mais toujours dans la rivière, est également détruit. Et le 3 avril, 3 autres villages seront brûlés. Quant au chef qu'il s'agit d'anéantir, Bokhari, sa tête sera rapportée dans une calebasse avec celle de ses plus fidèles guerriers. Je mentionne cet épisode parce que Vigné d'Octon, que je ne cite pas ici parce qu'il est un peu long, et puis c'est vrai qu'il a un style un peu pamphlétaire comme ça, qui aurait presque tendance à réduire la portée de ce qu'il veut dire, tellement il insiste dessus. Mais comme ces faits ont été mis en doute, des photos sont parues dans la presse au moment, alors pas juste après cet incident, mais quand il a commencé à le publier en 90-91. Alors, Vigné d'Octon donc, a évoqué cet épisode après sa démission de la Varine en 1889. Je vous précise tout de suite qu'il a démissionné pour épouser Madeleine, dont le mari, qui est un avocat de son milieu avec qui on avait forcé à se marier, avait eu le bon goût de mourir précocement. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas pour dénoncer, je le dis aussi parce que c'est pas pour dénoncer ces crimes qu'il a démissionné. C'était pour l'amour. Donc, d'abord en 1890 dans la presse, puis l'année suivante dans un roman qui s'intitule « Au pays des fétiches », qu'il reprend en 1897 sous le titre « Journal d'un marin » sous une forme à peine remaniée. Donc, Vigné d'Octon a évoqué cet événement. Ce qui est tout à fait singulier et que je trouve très remarquable et qui pour moi constitue un point de départ pour lire différemment cet épisode, c'est que, alors qu'il a désormais une liberté de parole complète, puisqu'il n'est plus dans la marine, il est dans la politique depuis 1889. On a vu ce matin qu'entre 1893 et 1903, c'est un élu. Il a donc en tête des tas de questions politiques, dont la colonisation. Et alors qu'il a du recul, et d'autant plus qu'il a vu bien d'autres exactions coloniales, à aucun moment il ne fait de cet événement une question politique. A priori, on aurait tendance à penser qu'il était trop jeune, il était ému, il a assisté à quelque chose de très violent qui dépasse un peu sa capacité à le concevoir intellectuellement. Mais précisément, ça ne tient pas, parce qu'en 1897, il évoque encore cet événement dans les mêmes termes qu'il l'avait fait en 89-90. Et ces termes, ça reste la colère, l'indignation, la dénonciation de la violence aveugle, et c'est toujours dans les modalités de la diatribe. Il n'y a pas d'accent politique. Il faut donc faire l'hypothèse que s'il ne fait pas de ces exactions perpétrées en mars 1885 au Rio Nunez une question politique, c'est que ce dont il a été témoin ne s'y prête pas. La question est donc de prendre la mesure de ce qu'il a vu et de ce que ça nous apprend si on croise avec d'autres sources ce que Vigné d'Octon nous relate sur ce qu'est la colonisation au Rio Nunez au milieu des années 1880. Ce que l'on voit apparaître alors, c'est un cas de figure qui, parmi la diversité des situations coloniales, montre une situation a priori inattendue, ou en tout cas qui ne correspond pas forcément à ce qui a été évoqué ici depuis jeudi. Ce qui, à mon sens, est alors mis en évidence, c'est une situation telle que le massacre de 1885 ne témoigne pas de la puissance coloniale française dans les rivières du Sud en général et au Rio Nunez en particulier, mais bien plutôt de son impuissance. Depuis qu'ils ont pris pied dans le Rio Nunez en 1839 et jusqu'à la fin des années 1880, les représentants de l'autorité coloniale ont constamment été les spectateurs impuissants de rivalités commerciales et politiques qui leur échappent et qu'ils ne parviendront jamais à dominer. En particulier, chaque fois qu'ils tentent de progresser d'un pas dans leur maîtrise de la région par le biais de traités de paix et d'amitié qui visent à garantir les conditions de commerce, de préférence à leur profit, ou plutôt au profit des ressortissants français, ils ne font que renforcer la puissance de la population locale sur laquelle ils tentent de prendre appui. Donc, pour mesurer ces éléments, je voudrais revenir un peu rapidement à l'histoire et aux modalités de la colonisation au Rio Nunez et évoquer ses caractères spécifiques. Alors, en ce qui concerne la présence française au Rio Nunez, elle découle de la présence française au Sénégal. La présence des autorités françaises en tout cas. Donc ça commence à la fin des années 30
Et son point de départ, c'est une demande insistante et persistante des commerçants de Gorée et de Saint-Louis qui depuis longtemps réclament aux autorités des missions de reconnaissance. Ils sont tout à fait certains qu'il y a au Rio Nunez et éventuellement plus au sud des possibilités commerciales particulièrement intéressantes. Ça s'avérera vrai ensuite. Et donc, ils veulent que soient vérifiées et attestées les conditions de sécurité. D'où l'envoi de plusieurs missions de reconnaissance qui vont s'assurer donc des conditions de sécurité et des conditions de navigabilité. Les Français prennent pied au Rio Nunez à la fin des années 1830 par une politique de traité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qui la caractérise, c'est qu'elle prend acte du morcellement de la population. En effet, on a sur une rivière qui fait à peu près 80 km de son embouchure jusqu'à son point de navigabilité ultime, et qui donc est perpendiculaire à la côte. Donc tout en bas de la rivière, au niveau de l'embouchure, on a une population qui s'appelle les Bagas. C'est une zone très marécageuse, pour cette raison isolée, difficile d'accès et extrêmement insalubre. Les Bagas s'y maintiennent dans un isolement volontaire. Ils participent très peu au commerce, sauf pour vendre parfois du sel, dont ils sont de grands producteurs. Leur organisation sociale est acéphale. On n'a pas d'autorité centralisée, encore moins de pouvoir héréditaire, ce qui est un caractère, ce qui sont des caractères d'organisation politique et sociale représentatifs en réalité de ces trois populations qu'on va croiser, qu'on va voir du bas en haut de la rivière. Et de la même façon que toutes ont une série d'institutions qui remplissent des fonctions politiques et sociales, dont la pluralité et le fait que leurs fonctions se recoupent partiellement rendent impossible la captation du pouvoir par quelques-uns. Et enfin, toutes ces populations, mais en particulier les Bagas, qui sont les as des as, sont d'excellents riziculteurs. Au niveau médian de la rivière et principalement sur la rive droite, on a une population qui s'appelle les Nalous, donc qui est celle que j'étudie, qui deviennent à partir de 1842 les alliés des Français, c'est-à-dire leurs interlocuteurs privilégiés dans cette politique des traités. Cela dit, le terme de Nalou me paraît trompeur parce qu'il confond deux populations de façon systématique dans tous les textes de l'époque qu'il me semble qu'il faut impérativement distinguer. D'une part, donc, une population qui présente les mêmes grands traits que les Bagas et qui sont fondamentalement des paysans, qui, outre la riziculture, pratique à l'époque pas mal la culture de l'arachide, parce qu'il y a une très forte demande. Mais sinon, l'organisation sociale et politique, les grands traits culturels sont les mêmes. Et en effet, la tradition orale des Nalous insiste sur leur proximité avec les Bagas, et on sait que ce sont des populations qui font partie des mêmes vagues migratoires qui les ont conduites jusqu'à la côte, où elles se sont installées depuis le XVIe siècle au plus tard. C'est en tout cas à cette époque, non pardon, le XVe, c'est en tout cas à cette époque que les premiers témoignages des missionnaires et navigateurs européens les mentionnent sur la côte, à l'endroit où ils sont encore à cette époque d'ailleurs. De ces Nalous-là, il faut distinguer un autre groupe qui s'y est développé à partir du milieu du XVIIIe siècle. Je ne peux pas être plus précise que ça pour l'instant, que je nomme un peu par convention les Tawel. D'abord du nom, c'est le nom que porte Yura Tawel, un des protagonistes du massacre du Rio Nunez. C'est le nom d'un de leurs ancêtres qui a été un des premiers à s'établir parmi les Nalous. Tout ce qu'on peut savoir de ce groupe, c'est que quelques-uns de ses représentants, alors suivant les récits, c'est une, deux ou quelques personnes qui sont venues s'installer d'abord chez les Landoumans, ça n'a pas marché, et ensuite donc chez les Nalous, principalement par une politique d'alliance avec des femmes donc, et qui se développe voilà, à l'intérieur de ce groupe. Mais il faut dès à présent les distinguer parce que tout indique que s'ils arrivent à cette époque-là et de cette façon-là, c'est qu'ils viennent pour être des acteurs de la traite. Et
quel est l'intérêt pour eux d'avoir une politique d'alliance matrimoniale? C'est que de cette façon, ça leur donne une légitimité dans la présence sur les lieux. En particulier, c'est lié à l'usage qui veut que le peuple reconnu comme le premier arrivé dans cette région de l'Afrique soit le maître de la terre. Et tout le monde reconnaît les Nalous comme les maîtres du sol dans un système où il n'y a pas de propriété privée. Ça donne, disons, un droit d'usage. Et c'est une condition importante parce que pour maîtriser la terre, il faut pouvoir revendiquer une légitimité sur des points stratégiques, qui sont notamment des lieux par où passent les embarcations, les caravanes, et où vont s'installer des entrepôts et des points de traite. Et je précise encore que un indicateur très solide du fait que ces Tawel donc arrivent pour faire de la traite au Rio Nunez, c'est que cette date de 1750 correspond à l'époque où un royaume qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres ou quelques centaines de kilomètres plutôt en retrait de la côte, qu'on appelle le Fouta de Jalon, est à l'époque constitué comme une théocratie très guerrière et qui est organisée politiquement et militairement pour maîtriser l'ensemble du commerce dans une très grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il maîtrise les routes caravanières qui vont vers le nord, vers Saint-Louis et Gorée, qui aboutissent aussi au Rio Nunez, et vers le sud jusqu'au Rio Pongo et au Melacoré. Il se trouve que les Tawel vont avoir très rapidement des relations privilégiées avec les Peuls du Fouta de Jalon. C'est donc avec eux que s'allient les Français, qui remarquent assez rapidement que leur première alliance avec les Landouman ne tient pas. Et donc ces Tawel maîtrisent le cours moyen du Rio Nunez, en particulier tous les points qui correspondent aux factoreries et aux trajets des bateaux qui viennent acheter ou apporter des marchandises. Enfin, pour finir sur les populations de la rivière, on a tout en haut de la rivière les Landouman, avec qui donc les Français ont fait des premières tentatives d'alliance, ce qui était lié au fait que leur territoire correspond au point d'arrivée des caravanes commerciales. Et finalement, les relations se sont avérées beaucoup trop compliquées avec les Landouman. Parce que dans cette politique des traités, quelle est la logique des Français? Il s'agit pour eux de s'appuyer sur un chef qui semble le plus à même d'imposer son autorité aux autres, au moins pour garantir la paix et la sécurité du commerce, et par les contreparties offertes par les traités, renforcer les moyens de son autorité. Spécialement des armes, évidemment, qui ne sont pas forcément des armes de très bonne qualité, mais en tout cas, elles sont toujours meilleures que celles des voisins, et en plus des armes, des rentes annuelles en argent. Cependant, l'alliance des Français avec les Tawel, qui sont toujours donc mentionnés comme des Nalous dans les traités, ne constitue qu'un pied-aller, dans la mesure où ce que les Français ont compris, c'est que tout se jouait au Fouta de Jalon, qui maîtrise absolument tout dans la traite et le commerce caravanier. Tout au long des années 40, 50, 60, ils vont s'efforcer de traiter avec eux directement, ce qu'ils ne réussiront à faire qu'à la fin des années 70, pour aboutir à un traité en 1881, qui est un traité de protectorat. Donc la situation est qu'à partir de 1865, on a un protectorat sur le Nalutaï qui place Youri Tawel et les siens sous l'autorité de la France. 2 ans plus tard, en 1867, un fort à Boké avec une petite garnison militaire qui met les Français en mesure d'intervenir militairement en cas de conflit. Et donc, officiellement, un Fouta de Jalon sous protectorat. Alors, qu'en est-il de la traite au Rio Nunez? C'est une traite extrêmement riche dont les principaux produits sont des oléagineux, des cuirs, des palmes, de la palme sous forme d'huile ou d'amande, de l'arachide, du sésame, des cuirs et peaux, de l'ivoire et des cires. Si elle est riche, c'est bien parce que le Rio Nunez est donc un des points d'aboutissement d'un réseau régional qui est très vaste. Et parce que les Peuls du Fouta de Jalon ont une excellente maîtrise de ce réseau.
On a donc des maisons de commerce et des traitants qui sont établis à demeure et un va-et-vient incessant en fonction de la saison, des bateaux qui viennent pour s'approvisionner. En outre, depuis 1848, la traite des esclaves est interdite. Elle se poursuit au Rio Nunez sous forme de traite illicite, ce qui augmente à partir des années 50 la lucrativité du commerce. Et précisément parce que ce commerce est extrêmement lucratif, ça suscite des rivalités très nombreuses et extrêmement violentes. Ce que montrent les traités, qui sont très nombreux dans les années 40, 50, 60, 70, et ce que montre leur récurrence et la constance de leurs clauses, c'est un état de guerre endémique. Il se manifeste par des vols, des pillages, que ce soit des pillages de factoreries, d'embarcations qui apportent ou remportent des marchandises, des incendies, du rançonnage, des meurtres, parfois sous forme d'actes isolés, parfois sous forme de raids. Et toutes ces exactions viennent s'ajouter à des raids réguliers sur les populations environnantes qui sont effectués principalement par les chefs du Fouta Djallon pour faire des prisonniers qui seront vendus comme esclaves. Ces rivalités sont compliquées parce qu'elles se passent à plusieurs niveaux. D'abord, c'est entre les chefs du Fouta Djallon eux-mêmes. Il y en a plusieurs avec des questions de succession, de domination d'une région ou d'une autre qui sont très compliquées. Elles existent entre les Nalous et les Lindoumans, bien sûr. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement ici, entre les deux grands partis qu'on distingue parmi les Tawel et qui à ce moment-là sont déjà très bien constitués. D'une part, les partisans du vieux Yura Tawel, parmi lesquels Dina Salifou, son neveu, et d'autres chefs de villages environnants, et son principal opposant, Bokari, du village de Katinou, à qui sont alliés également quelques chefs. Donc depuis le milieu-fin des années 70, il y a une guerre de succession qui est d'autant plus âpre qu'il n'y a évidemment pas de légitimité en matière de succession, puisque précisément les Tawel se sont implantés dans une population où ce système n'existe pas. Et ce sont eux qui s'efforcent de le constituer par forçage pour se garantir l'exclusivité du commerce. Dans ce contexte-là, l'autorité française est extrêmement réduite. D'abord, il est clair pour tous et pour les Français eux-mêmes que la traite est aux mains des indigènes, donc au niveau de Rio Nunez des Tawel et au-delà des Peuls du Fouta Djallon. Et les Français savent très bien qu'ils en sont réduits à être extrêmement accommodants avec tous ces gens dont dépend le commerce de leurs ressortissants. Ce qu'on voit aussi dans les traités, c'est que leurs efforts constants et absolument vains des Français se font pour maintenir des conditions de paix minimales qui permettent à leurs ressortissants de travailler et que ça ne fonctionne pas du tout. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à imposer leur autorité? D'abord par manque de personnel. Ce n'est pas du tout une colonie de peuplement, ça ne le sera jamais, et le personnel européen est très réduit. C'est lié notamment au fait que le climat est très difficile. Cette région est surnommée le tombeau de l'homme blanc. Pour cette raison, les séjours des... Je vais dépasser. Les séjours des représentants de l'autorité coloniale sont très courts et ils n'ont absolument pas le temps de comprendre ce qui se passe dans la région. Le peu qu'ils peuvent faire, c'est s'en remettre d'une part aux traitants et commerçants qui, eux, durent un peu plus longtemps qu'eux et savent à peu près qui sont les protagonistes et connaissent les usages du pays. Et finalement, ce à quoi ils en sont réduits, c'est régulièrement, par un nouveau traité, rétablir des conditions de commerce à peu près acceptables, de façon très régulière, intervenir pour négocier avec les parties en conflit, soit pour prévenir, soit pour éviter une aggravation. Et d'ailleurs, on voit très bien que régulièrement, les responsables, les chefs locaux du commerce se font passer des messages par l'intermédiaire d'un gouverneur ou d'un commandant. Ensuite, avec le peu de moyens matériels dont ils disposent, ils garantissent quand même un minimum de police dans la rivière, ce qui fait que, même si c'est très modeste, leur présence a quand même un effet favorable au commerce, mais bien plus au bénéfice des Tawel qu'à celui des ressortissants français. Donc concrètement, ils leur fournissent une police gratuite.
Et enfin, quand la situation devient absolument intenable, ils font appel à l'autorité du gouverneur du Sénégal qui envoie un renfort militaire. Et même dans ces cas-là, ils sont obligés de continuer à appliquer la politique des traités, c'est-à-dire évaluer quel sera le parti le plus fort et s'allier avec lui pour vaincre son ennemi. Donc, dans ces conditions-là, la présence des Français ne constitue absolument pas une gêne pour les Tawel, mais plutôt une des contraintes avec laquelle il s'agit de composer dans les différentes situations. En particulier, quand il apparaît qu'ils vont intervenir militairement, il s'agira de faire des efforts pour, en manœuvrant politiquement pour s'en faire des auxiliaires. Et c'est effectivement ce qui se passe en 1885. Je ne reviens pas sur les détails de l'insurrection parce que ce qui est plus intéressant, c'est deux choses. D'une part, ce qui se passe juste avant que Vigné-Docton relate et qu'on voit dans d'autres récits, qui est pendant à peu près 2 semaines un va-et-vient constant des Français qui vont prendre la température ici et là dans les différents villages et auprès des différents chefs pour voir qui semble dans les positions les plus solides. Ils se renseignent beaucoup, évidemment, auprès des commerçants aussi. Et ça n'est vraiment qu'au tout dernier moment, la veille de l'intervention, que les Français décident qu'ils vont s'allier à Yoratawel. La deuxième chose à retenir, c'est que les supplétifs qu'évoque Vigné-Docton et qui vont fournir un appui très consistant aux forces françaises, en réalité, ce sont les alliés de Yoratawel, c'est-à-dire parmi les chefs qui lui sont alliés, plusieurs vont envoyer qui une pirogue d'une 30aine d'hommes, qui une 20aine ici, qui une 30aine là. Alors, je n'ai pas encore les chiffres exacts parce que je n'ai pas fini de trouver les documents dans les différentes archives, mais il me semble qu'il y avait bien plus de supplétifs que de forces militaires françaises. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'intervention militaire française est terminée vers la mi-avril, Dina Salifou, donc le grand partisan et l'héritier légitime, entre guillemets, de Yoratawel, brûle encore une 12aine de villages. Ce qui finalement inverse les termes du débat, c'est-à-dire on peut se demander qui est le supplétif de qui. De fait, au Rio Nunez, en 1885, la question de l'anticolonialisme ne se pose pas plus peut-être que celle des modalités de la colonisation, si on l'envisage comme un processus de domination croissante jusqu'à ce que soit instaurée la suprématie d'une puissance étrangère. Ici, la France est tout sauf une puissance coloniale. De fait, elle est la protectrice et l'instrument de régulation d'un commerce extrêmement lucratif qui se fait au bénéfice des Almamis et des Tawel. Pour ces derniers, les deux parties qui s'affrontent ne désirent jamais l'intervention des Français, mais lorsqu'il s'avère qu'elle est inévitable, chacun cherche à s'en faire un auxiliaire. À partir de là, parler de colonisation à cette époque relève un peu de la Convention, parce que c'est bien plutôt la puissance française qui, à chaque conflit, est annexée, on pourrait presque dire colonisée, de façon très subtile et insidieuse par les chefs des populations en présence. Et incontestablement, la présence française au Nunez sert les intérêts des Tawel, qui sont donc de grands commerçants et de très redoutables politiques, bien plus que des colonisés. Donc, en conclusion, pour revenir à Vigné-Docton, il me semble que quand il dénonce la violence qui s'en prend indistinctement aux hommes en armes, aux femmes et aux enfants, ce qu'il dénonce, c'est deux choses. La cupidité, premièrement, la cupidité des hommes puissants, donc au Rio Nunez, les Tawel, qui n'hésitent pas à massacrer, comme ils l'ont fait ici sous ses yeux, alors qu'il sait, donc, Vigné, que tout ça relève ici de pratiques courantes. Quelle est la deuxième chose qui le scandalise? C'est que la France prête main forte, évidemment, à ces opérations et qu'elle mette ses forces militaires à disposition du parti qu'elle a choisi, alors même que, de quelque façon qu'elle s'implique, et quelle que soit sa complaisance à l'égard de ceux qui dominent le commerce et la politique, elle ne parvient jamais à établir sa position de façon satisfaisante. Elle n'a pas d'autorité réelle, les Tawel d'un parti ou de l'autre se jouent d'elle, et elle parvient tout juste, et encore pas la plupart du temps, à assurer la sécurité pour ses ressortissants. Au fond, donc, ce qui l'insupporte, ce n'est pas la colonisation elle-même,
puisque Orion Nunez, à ce moment-là, et dans cette séquence historique, l'entreprise coloniale ne correspond pas à une réalité qui brime, opprime et appauvrit une population. On n'a pas une autorité coloniale qui exploite. Elle fait quelque chose qui ne semble pas moins grave à Vigné d'Octon, quand avec le temps, il a vu bien d'autres situations. Elle se met du côté du plus fort, de ceux qui mettent tout un pays à feu et à sang pour la sauvegarde de leurs intérêts commerciaux. Bref, à ses yeux, la France se comporte de façon constamment indigne et déshonorante. Pour finir, si on évoque aujourd'hui le massacre du Rio Nunez, on est donc obligé de dire ceci. Ceux qui ont laissé la vie sont des vaincus bien plus que des victimes. Ils avaient des armes, ils les ont utilisées et ils les utiliseront encore avant que la France ne parvienne à instaurer sa suprématie. Ils étaient membres d'un des deux partis pris dans une relation de rivalité incessante qui produisait un état de guerre larvé et dégénérait régulièrement en guerre civile. Et c'est pour ça, il me semble, que ce massacre est si violent. Si on massacre les femmes et les enfants, c'est bien parce que c'est les mères, les épouses et la descendance de l'ennemi. Et si on coupe les têtes des guerriers, c'est pour augmenter la victoire matérielle d'une victoire morale et semer la terreur. Il me semble qu'un tel épisode interroge l'historiographie contemporaine relative à l'histoire coloniale. Il y a en effet une chose que je trouve très frappante, c'est que dans les sources contemporaines et dans l'histoire coloniale telle qu'elle se fait depuis à peu près une vingtaine d'années, on dirait qu'un nouage s'est effectué entre cette histoire de la colonisation et la notion de victime qui s'impose d'emblée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand des gens se sont fait massacrer, c'est incontestable qu'ils sont des victimes. Mais le fait que cette notion soit imposée d'emblée, c'est différent. En particulier, il me semble qu'elle peut avoir sur nous un effet d'aveuglement et nous empêcher de voir des caractéristiques fondamentales de populations ou de groupes que nous étudions. En d'autres termes, elle peut nous conduire à une forme d'autocensure qui peut nous empêcher de mesurer et d'étudier la diversité et la singularité des situations historiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole tout de suite à Hosni Kitouni qui vient d'Algérie. Merci à Armel de m'avoir invité pour participer à ce colloque. L'intitulé de mon intervention est Massacres coloniaux donner nom et sens à la souffrance des victimes. On a écouté pendant ces 3 jours différentes interventions qui nous ont parlé des massacres coloniaux. Ce que j'ai noté, c'est que la plupart de ces interventions situaient ces massacres au-delà de 1871. Or, il se trouve qu'en Algérie, la colonisation a commencé à partir de 1830. Et entre 1830 et 1871, ça a été la période la plus terrible, celle qui a enregistré le plus grand nombre de massacres, notamment à partir de 1840, sous la direction du fameux général Bugeaud, devenu maréchal. Ce que j'essaie de faire dans mon intervention, c'est à travers des massacres connus, qui sont les fameuses enfumades, essayer de disséquer comment le pouvoir colonial a construit son discours sur les massacres. Non pas sur le plan sémantique, je n'aborde pas cet aspect, mais sur le plan de la construction. C'est-à-dire comment présenter à l'opinion publique, à son opinion publique, les massacres et la guerre coloniale. En 1845, un scandale éclate en France à propos d'un acte de répression particulièrement cruel et destructeur, les enfumades du Dahra, qui ont fait plus de 800 morts par asphyxie, point culminant de la guerre de conquête de l'Algérie conduite par le général Bugeaud. Le gouvernement est alerté alors sur la nécessité d'un plus strict contrôle de l'information militaire. Mais faute de changer les règles de la guerre, il entreprend tout simplement de changer le discours sur la guerre. Ainsi, sont systématiquement escamotés
les détails accablants qui révèlent les atrocités commises contre les civils et chargent les opérations militaires d'un surcroît d'horreur. Réinjecter au cœur du récit la victime et sa souffrance comme révélateur de sens de cette guerre, tel est l'enjeu de cette intervention. La guerre coloniale, une violence nouvelle. Plus que dominer un territoire et des hommes, le processus de conquête s'attache, selon Benjamin Broer, c'est un historien américain, à désarticuler les réseaux sociaux traditionnels, je cite, comme la tribu, et cible les liens sociaux comme le sentiment de solidarité. La terreur devenant l'arme la plus importante dans cette lutte. Enlèvement, exécution sommaire, assassinat pur et simple, torture et agression sexuelle produisent une peur terrible par laquelle les commandants pensent détruire les liens sociaux existants et entraîner la population à la docilité. Fin de citation. C'est à une violence nouvelle que les populations ont à faire face. Elle les surprend par son ampleur et son acharnement destructeur et son apparence absence de but. La résistance qu'elles y opposent est tout à la fois le refus de se soumettre à un pouvoir étranger et un sursaut pour se préserver d'un anéantissement programmé. C'est dans ce contexte qu'en 1845, alors qu'Abdelkader, le chef de la résistance dans la province d'Oran, est donné pour battu, qu'éclate de manière totalement inattendue une insurrection générale dans le Dahra, c'est-à-dire près de Mostranem. Surpris par son ampleur et sa radicalité, Bugeaud ordonne à ses officiers de réprimer au plus vite un soulèvement qui menace de s'étendre à d'autres régions. Je cite, il leur dit « Soyez impitoyables ». Leur ordonne-t-il. Mais qu'est-ce que donc être impitoyable en termes militaires? Dans une note du 11 juin 1845, le maréchal donne ses instructions. « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavenia Cosbeha, enfumez-les à outrance, comme des renards. » Le maréchal fait ici référence à un meurtre par asphyxie demeuré secret parce que son auteur, le colonel Cavaignac, voulait éviter de s'étendre sur le nombre des Arabes morts, nous dit Canrobert. C'est Canrobert qui le dit. Une semaine plus tard, le 18 juin 1845, le colonel Pélissier lance ses colonnes infernales sur le Oued-Rieh, il les encercle, les accule à la montagne et finalement parvient à les pousser dans ce qu'il croyait être leur sanctuaire. Ensuite, tout se passe comme prévu. Les matières combustibles sont transportées par 56 mules, placées à l'entrée des grottes, le feu est mis, les forces de la nature y ajoutent leur effet destructeur et les flammes de l'enfer s'élancent alors à plus de 60 mètres. Le lendemain, quand les soldats arrivent pour l'habituel pillage, ils découvrent 800 corps réduits en miettes. Connue à Paris, l'affaire du Dahra fait scandale, bien au-delà de la France. Le prince de la Moscova, député de l'opposition, interpelle le gouvernement en qualifiant l'acte de Pélissier de meurtre consommé avec préméditation sur un ennemi vaincu, sur un ennemi sans défense. Le Courrier français, journal d'opposition, dénonce de son côté une œuvre cannibale, alors que le Times de Londres qualifie le futur grand chancelier de la Légion d'honneur, Pélissier, de monstre qui déshonore son pays, son époque et sa race. Arrêtons-nous sur les facteurs qui ont suscité cet inhabituel émoi dans les chambres et la presse d'opposition. Il faut d'emblée souligner que le rapport de Pélissier avait quelque chose de bien inhabituel. Il donnait des détails horrifiants sur l'enfumade, soutenu par un aveu de reconnaissance de l'extrême violence du procédé. C'est dans la lettre de Pélissier. Comme pour en accentuer l'effet dévastateur, un officier espagnol publie de son côté un témoignage comportant des descriptions insoutenables sur ce qu'il a vu dans les grottes. Je cite, « Tous les cadavres étaient nus dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils avaient dû éprouver avant d'expirer. Le sang leur sortait par la bouche, mais ce qui causait le plus d'horreur, c'était de voir des enfants à la mamelle gisant au milieu des débris de moutons, de sacs de fèves, etc. » Fin de citation. Tony Joanneau, célèbre illustrateur, tira de cette cauchemardesque description
Une illustration qui fut popularisée par la presse, montrant victimes et animaux mêlés dans une sorte de descente en enfer. Voilà comment la souffrance des victimes s'imposa pour la première fois dans le débat politique français, révélant au grand jour la réalité de la guerre de conquête. C'est précisément la faute qui fut reprochée à Pélissier par l'historiographie coloniale, de s'être laissé aller à fournir des détails qui n'avaient pas lieu d'être dans un rapport militaire qui plus est destiné à la publicité. Une faiblesse indigne d'un soldat, dénonça l'historien Félix Gauthier. C'est aussi le sens des remarques de Bugeaud qui indique à Pélissier comment il aurait fallu procéder pour construire la narration de l'enfumade. Il lui envoie une lettre et lui dit ceci. « J'ai fait un récit rapide de l'événement afin qu'il soit livré à la publicité, dégager des détails que j'ai jugé à propos de supprimer. » Fin de citation. Bugeaud ne dit pas sur quoi portent ces détails, mais on le devine à la lecture de son rapport. Il a systématiquement supprimé les informations relatives à la machinerie de l'enfumade, le nombre de ses victimes et leur fin tragique. 2 mois après ces faits, un autre officier, Saint-Arnaud, membre de l'état-major de Bugeaud, très proche ami de Pélissier, confronté à l'insurrection d'une petite tribu du Dahara, décide à son tour de recourir à la même technique. Il écrit à son frère pour lui dire ceci. « Il faut, écrit-il, que je détruise les Spéha. Il faut que j'aille faire le siège de la grotte comme Pélissier. Parce que, ajoute-t-il, je sais que Bugeaud m'approuvera. » Fin de citation. Vertige de l'impunité. Le 12 août 1845, Saint-Arnaud anéantit les Spéha, 500 victimes, tous âges et sexes confondus, hommes et biens. Ce nouveau massacre ne dépasse ni en horreur ni en cruauté celui des Pélissier. Il s'en distingue néanmoins par une extrême maîtrise opératoire. Saint-Arnaud écrit à son frère encore. Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands. Et il ajoute, un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, simplement, sans poésie terrible ni image. On a l'impression de lire un officier de l'ère moderne se vantant d'être parvenu à éloigner caméras de télévision et journalistes du champ de bataille, ne laissant fuiter aucune information qui vient troubler le récit officiel. Instruit par la mésaventure de Pélissier, Saint-Arnaud a donc su prendre toutes les dispositions pour accomplir son massacre jusqu'au bout et en rester le seul narrateur. Son opération demeura secrète jusqu'en 1855, date à laquelle ces lettres ont été publiées. Quant au fameux rapport adressé à Bugeaud, il a disparu des archives militaires. Saint-Arnaud parvient ainsi à couvrir d'un linceul de silence le meurtre de 500 civils et à imposer à la postérité sa seule version des faits. Il y eut en ces mêmes années 1845-46 5 enfumades en tout qui ont fait plus de 2500 victimes. L'histoire n'en a pourtant retenu qu'une seule, celle de Pélissier. Elle apparaît dès lors comme un fait isolé, exceptionnel, et ne le relevant aucunement d'un processus de répression inhérent à la guerre elle-même. C'est dire combien le travail d'occultation est parvenu à faire l'impasse sur des faits aussi graves. Occultation et amnésie, déni de massacre. Selon Jennifer Session, une historienne américaine qui a consulté les archives de l'époque, dans ses nombreuses correspondances, le maréchal Schulz, ministre de la guerre et président du Conseil à l'époque, en 1845, s'affirme convaincu que rendre publiques les cruautés de l'armée d'Afrique diminuait le soutien de la métropole à la colonie, démontrant ainsi que c'est la publicité faite autour des cruautés qui lui posait problème, pas les cruautés en elles-mêmes. Par des instructions précises, il recommande au général Bugeaud d'éviter de porter à la connaissance du public les détails choquants de la guerre.
Je cite, « Je ne pense pas, écrit-il, que nous pouvons exposer notre stratégie à l'examen et à la censure d'un public ignorant de la nature de la guerre très particulière que nous devons faire en Algérie et le caractère tout à fait exceptionnel de ses habitants. » Et Jennifer Session d'observer que les employés du ministère de la Guerre, et souvent le ministre lui-même, se chargent d'expurger attentivement les rapports militaires de 3 types de détails avant de les rendre publics. Les sévices faits aux prisonniers algériens, les exécutions sommaires et autres mutilations et cruautés dont se rendent coupables les soldats, enfin, les pillages et les destructions de la répression. Cette censure, puisqu'il faut l'appeler ainsi, exercée par l'autorité politique, va influer grandement sur la manière dont les militaires, à leur tour, établissent leurs rapports de campagne et leurs journaux de route. Ils prennent soin de passer sous silence les innombrables cruautés et atteintes aux droits de la guerre qui se commettent sous leurs ordres. Taire le nombre des victimes, par exemple. Parmi les procédés d'occultation, il y a le silence sur le nombre des victimes. On parle du massacre, on parle de l'opération, mais on ne dit pas le nombre des victimes, surtout les victimes civiles. Alors que les rapports militaires fourmillent habituellement d'incitations sur les villages détruits, les arbres coupés, les bêtes rasées, ils ne disent rien sur les victimes civiles. William Gallois, l'historien qui est intervenu ici et dans son fameux livre, c'est un historien anglais, Gallois a découvert un document relatant l'expédition du colonel Gentil contre les Beni Zerouel en 1843, qui s'est soldé, y est-il écrit dans le rapport, par 150 Arabes tués. Et à la marge du même document, comme pour démentir ce chiffre, une note surajoutée en marge mentionne que 600 Arabes de la tribu ont été tués ou mortellement blessés. Et Gallois de se poser la question de savoir qui a osé ainsi, sur un document officiel, apporter un démenti flagrant à la version officielle des faits. Et il conclut que cela pourrait suggérer que Gentil ou ses supérieurs avaient pris l'habitude de modifier les données sur les razzias pour les faire apparaître comme des batailles et non comme des tueries collectives. Il y a aussi un autre procédé qui consiste à imputer les crimes aux auxiliaires arabes quand il y a des opérations. Faute de taire le nombre des victimes, les rédacteurs des comptes rendus militaires attribuent les cruautés et les tueries aux supplétifs indigènes de l'armée française, zouaves et autres tirailleurs. Cela semble, écrit Gallois, à la fois plus raisonnable et acceptable d'alléguer que les alliés algériens locaux sont incapables de s'arracher à leurs propres pratiques barbares que d'admettre que ces atrocités constituent un élément clé de la stratégie militaire adoptée dès les premiers jours de la colonisation. Tels sont donc les obstacles qui empêchent de repérer le massacre dans le discours officiel et les archives de l'armée. Ce qui aurait pu les contrarier, ce sont les témoignages d'autres sources, de tierces sources, mais celles-ci sont quasiment inexistantes. Le point de vue des victimes manque. La guerre de conquête n'a pas eu de témoignages locaux. À l'exception du livre de Hamdan Khouja ou de quelques correspondances de chefs de tribu, nous manquons totalement de sources algériennes. Des témoignages oraux, comme ceux du poète Boutelja, dans les chants lyriques, c'est une description du duc d'Aumale, dans les chants lyriques d'une douleur touchante et d'un caractère farouche et d'un farouche patriotisme, étaient devenus populaires parmi les jeunesses, ont tous pratiquement disparu. La censure militaire y est pour beaucoup. Bugeaud a émis dans ce sens une circulaire pour instruire les autorités afin de pourchasser ces chanteurs ambulants qui voyagent de tribu en tribu et sous le prétexte de leur industrie entretiennent par des chansons populaires les idées de haine contre nous, ainsi que ces improvisateurs de chants, etc. Donc il y a eu une censure absolument excessive sur les textes. Ainsi, sur cette longue guerre, nous ne disposons que des seules sources de l'armée française. L'unilatéralité du récit, ses occultations, ses silences, rendent évidemment très difficile l'identification des massacres, leur localisation et la mesure exacte de leur ampleur.
On sait tout simplement aujourd'hui que la guerre de conquête 1830-1871 a fait plus de 825 000 morts, soit un tiers de la population totale, entraînant ce que les démographes ont appelé un véritable désastre démographique. Ces chiffres sont donnés bien entendu, par Xavier Yocono, qui est un historien français, et par Kamel, qui est un historien algérien. D'accord. Dans son livre « Solutions pour la question d'Alger », le général Duvivier fait ce constat. Depuis 11 ans, on a renversé les constructions, incendié les récoltes, détruit les arbres, massacré les hommes, les femmes, les enfants, avec une furie toujours croissante. Croit-on que la postérité ne nous en demandera pas compte, qu'elle ne nous flétrira pas encore plus qu'elle n'a flétri les compagnons de Cortés et de Pizarro? Ce à quoi, 60 ans plus tard, l'historien Félix Gautier, très connu, répond en reprochant à ceux qu'il nomme les philanthropes, c'est-à-dire tous ceux qui sont horrifiés par ces massacres, de vouloir attribuer aux indigènes une sensibilité qu'ils n'ont pas. Je pense, écrit-il, que la masse énorme des indigènes ne sentent pas les massacres, comme nous, et ne les ont même pas sentis ainsi jadis, lorsqu'ils en furent les témoins oculaires. Il est donc, selon lui, totalement inapproprié que les Européens cherchent à se faire des reproches sur des actes qui relèvent pour les victimes de l'ordre normal de la guerre. Parce que, écrit-il, dans ces horreurs orientales, les victimes ont une part de responsabilité. C'est leur propre férocité qui est contagieuse, une sorte de typhus moral contre lequel le vainqueur ne peut se protéger. Nous ne sommes plus là dans l'occultation pure et simple, mais dans l'idéologie de la légitimation, faisant appel aux catégories raciales propres au XXe siècle, qui allaient bientôt révéler ces terribles horreurs. Comme nous l'avons vu, le déni des violences de masse contre les civils est une narration construite, destinée à préserver la guerre de conquête de la désaffection des chambres et de l'opinion. Par différents procédés, le récit officiel a entrepris de faire disparaître les détails qui révèlent l'ampleur des victimes et leurs souffrances. Cette double occultation visait à ruiner définitivement une population et simultanément à plonger sa ruine dans le silence et l'oubli. Le discours officiel privant ainsi les contemporains du droit de savoir et condamnant la postérité à l'amnésie. Alors que la fin du nazisme a ouvert la voie à une réévaluation historique de la place des victimes civiles dans les conflits de masse, que des travaux récents de Jacques Semelin notamment ouvrent des champs nouveaux à l'analyse et à la compréhension des massacres et génocides dans l'histoire humaine, il est quand même étonnant de constater encore aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, combien en France les historiens résistent à l'idée d'intégrer dans leur champ d'études la guerre de conquête, je dis la guerre de conquête 1830-1848, je ne parle pas de l'après, d'inscrire ces massacres dans la longue lignée des massacres coloniaux. Dans un livre récent, 2012, sur l'histoire de l'Algérie coloniale, écrit sous la direction d'un groupe d'historiens français et algériens, sur 700 pages, 5 seulement sont consacrées à la violence et elles sont écrites par un auteur américain. On peut ajouter que pas un livre n'a été écrit sur le sujet depuis 50 ans. Cela contraste avec la multiplication des travaux d'universitaires anglo-saxons sur cette question et cette période qui est riche, complexe et qui demeure totalement inexplorée. Les Jennifer Session, William Gallois, Benjamin Breuer, pour ne citer que cela, nous révèlent combien la guerre de conquête 1830-1848 fut une suite ininterrompue de meurtres de masse qui ont indistinctement visé les populations civiles. Le massacre des Aoufia, de Blida, de Hadjout, de Oulad Nasser, de Oulad Riyah, de Bni Frah, de Oulad Sultan, de Taura, de War Azdin, de Zaatcha, de Nara, de Bni Habibi, de Sidi Okkasha, de Ain Saleh, cette expérience ultime de la souffrance, comment est-elle vécue, ressentie, pensée, transmise par ceux qui en sont les victimes? Comment ceux soumis à la destruction de leurs récoltes, de leurs maisons, à la razzia de leurs biens, aux tueries cruelles de leurs parents, leurs enfants, leurs voisins, ceux pourchassés, ceux torturés, ceux contraints de se réfugier dans les montagnes,
tels des bêtes sauvages, dans les forêts, parfois par neige, s'enfonçant dans les grottes et menacés par le feu de l'enfer, dans leur dernier refuge, ceux ayant perdu leurs montagnes, le miroitement de leurs rivières, l'entrelacement de leurs chemins, la couleur de leurs arbres et le frémissement de leur air, de leurs nuages et la saveur de leur pain, ceux qui n'ont plus de famille, de tribu, de zaouïa, de mosquées, d'écoles, de livres, à cause de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais vu, à cause de quelque chose qu'ils ignorent, tellement cela est incompréhensible pour eux qu'un étranger vienne du bout du monde convoiter l'humus de leur terre, le fruit de leur travail. Comment ceux-là ont-ils perçu le renversement du monde, cette violence inouïe qui s'abattait sur eux tel un feu de l'enfer? Quels souvenirs leurs enfants et les enfants de leurs enfants en ont-ils gardé? Quel traumatisme, quelle souffrance leur communauté en est-elle porteuse? Qu'est devenu leur monde? Telles sont les questions au passé qui hantent notre présent. Merci beaucoup à tous les trois pour nous avoir décrit trois événements extrêmement violents de la conquête coloniale française au XIXe siècle dans trois espaces différents. J'imagine que vous avez des questions. Donc je laisse la parole à la salle. Merci. Odile, est-ce que dans la conquête de Rio Nunez, on a perçu dans ton récit que Vigné d'Octon, en ayant été témoin de cela... Excuse-moi, j'ai pas distingué ce que tu as dit après, on a perçu dans ton récit. Que Vigné d'Octon, oui, voilà. Oui, ayant été témoin de cela, a plus ou moins changé, cela a changé sa perspective en tant qu'agent colonial, même involontairement. Oui, bien sûr. Alors, ma question c'est, on a vu que ce matin, tu as montré comment Vigné d'Octon a évolué et comment il est passé complètement, il a été radical même dans sa critique du colonialisme. Alors, quel impact cela a-t-il eu dans tes travaux par rapport à la perception même de ceux qui étaient planificateurs du fait colonial? Alors, ma deuxième question, c'est pour Hosni Kitouni. Alors, vous posez des questions là, en terminant. Est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour essayer de trouver des réponses à ces questions? Merci. Je m'excuse, en fait, on va inverser un tout petit peu le programme. J'espère que vous avez bien noté les questions. On voudrait entendre Hervé de Villancourt, qui est le photographe qui a fait les beaux portraits qui sont là. Voilà, donc si Hervé, tu veux bien venir, ou si vous voulez lui poser des questions... Donc Hervé a fait toute une série de portraits photographiques d'anciens combattants en Afrique de l'Ouest. Il a fait aussi des entretiens avec eux, enfin avec les anciens combattants. Voilà, moi j'aurais peut-être une première question. Qu'est-ce qui a animé en fait un petit peu ta démarche? En fait, c'était un travail. En fait, l'idée est venue suite à des manifestations en faveur des sans-papiers en 97 à Paris. 95 à Paris, en fait. Et donc, suite à ça, en fait, lors de manifestations, il y avait des jeunes qui avaient des portraits photographiques de tirailleurs de la Première Guerre mondiale. Et je me suis posé la question à savoir s'il y en avait aussi eu des tirailleurs sénégalais durant la Deuxième Guerre mondiale, quoi.
Et donc, en fait, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le livre de Nancy Loveler, qui avait travaillé sur les tirailleurs ivoiriens de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec son ouvrage, je suis parti en Côte d'Ivoire pour aller à la recherche, c'était 14 ans, 13 ans plus tard. Voilà, je suis allé dans les villages dans lesquels elle avait travaillé, parce qu'en annexe, il y avait le nom des villages et le nom des tirailleurs. Et donc là, j'en ai rencontré un certain nombre d'entre eux en Côte d'Ivoire. Et après, c'est un thème qui m'a... En fait, après, je n'ai pas pu arrêter de travailler sur ce sujet-là. Donc, je suis allé pendant plusieurs années dans 6-7 pays d'Afrique noire, et aussi en Maroc et Tunisie pour rencontrer des tirailleurs, faire des portraits et des entretiens avec eux, quoi. Peut-être que vous avez des questions sur le... Ouais, voilà. Donc, et au mois de mai de cette année, et non, avril, je suis allé avec les minutes du procès de Tiroy. Je suis allé au Mali, au Burkina Faso, pour rencontrer les familles des 34 condamnés, pour essayer En fait, il y avait un peu un objectif un peu je sais pas comment... J'ai eu l'espoir à un moment donné d'essayer d'avoir des témoins, si ce n'est direct, en tout cas semi-direct, de ce qui s'était passé ce 1er décembre 1944, donc à travers des souvenirs familiaux ou villageois, en fait, voilà, des familles de ces condamnés, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et en fait, voilà, après, j'ai pas eu grand-chose, on va dire, quoi. Les souvenirs sont très volatiles, quoi, non? Donc, voilà. Donc, la plupart étaient morts entre 64 et 2001. Donc j'ai rencontré 9 familles. Donc, j'étais avec une caméra, et l'objectif, après, c'était de travailler aussi au Sénégal et en Guinée. Donc, c'était dans ces 4 pays-là où étaient la plupart des condamnés venaient de la plupart des condamnés de Tiroy, quoi, non? Donc là, il y a la moitié d'un documentaire qui a été fait, et donc voilà, peut-être qu'il sera intéressant de poursuivre, quoi, mais je sais pas. Je crois qu'il y avait une question. Sabrina ou Françoise Moi, je voulais demander à Hervé s'il pensait faire quelque chose avec ces entretiens, mais tu as en partie répondu. Et je pense que ça serait peut-être intéressant de faire le documentaire en entier, quoi. Ça pourrait être quelque chose de très bien, même si tu dis que c'est des... Voilà, comment tu as dit... qu'il y a eu quelques entretiens et seulement quelques souvenirs, mais si est vraie l'hypothèse que la question de Tiroy, c'est une question encore présente et en Afrique de l'Ouest, et qui devient présente en France, donc je crois que... Enfin, moi, j'ai été frappée exactement de la même chose de ce que tu dis, à savoir que la question des tirailleurs sénégalais, elle est sortie en France en grande partie à cause du mouvement des sans-papiers, à plusieurs reprises entre 95 et 2000, quoi. Je pense que vraiment, ça pourrait être très bien que tu poursuives ce travail de documentaire à partir de ton enquête de 2014. Merci. On en avait parlé un tout petit peu, mais prendre une photo, ça peut être intimidant pour la personne qui se fait photographier. Donc, à quel moment est-ce que la prise de photo devient possible ? Et qu'est-ce qu'elle signifie aussi pour eux, en fait ? Et puis, la deuxième question que je voulais poser, c'est un aspect esthétique. Pourquoi le noir et blanc ? Alors, en fait, sur bon, parce qu'en noir et blanc, d'abord, je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire une photo en couleur, en fait. Donc, c'est peut-être aussi par... Non, je déconne un peu, mais c'est peut-être aussi par facilité. Non, je ne me verrais pas faire une photo en couleur, mais je ne saurais pas l'expliquer pourquoi.
Après, là, si sur le travail photographique, en fait, on a essayé de travailler sur à ce qu'à un moment donné, les personnes photographiées se réapproprient eux-mêmes à un moment donné leur portrait. Parce que en photographie, surtout en noir et blanc, etc., on va dire, entre guillemets, la misère est très esthétique. Et c'est intéressant que les tirailleurs se réapproprient leur propre image. Donc, autant que faire se peut qu'il y ait une discussion, en tout cas, avec eux sur comment eux voulaient être photographiés. Et donc, en tout cas, c'était important. Parce que après, il y a des photographies, mais à un moment donné, il peut y avoir des photos en... Voilà, je sais pas. C'est important que la personne photographie se réapproprie son image, quoi, qu'elle en soit un peu responsable, non? Après, j'ai oublié au début, c'était quoi? Ah oui, ok. Si, ouais. Après les photos, en fait, font suite à des entretiens, parfois d'une demi-heure, 1 heure ou 5 heures. Et après, elle devient elle est plus du tout. Enfin, c'est plus du tout un problème de faire un portrait photographique, quoi. Donc, je ne vais pas dire qu'ils en sont fiers, quoi. Mais enfin, je sais pas. C'est bien. Je sais pas. Il y a aucune appréhension, quoi, de ma part ou de leur part, quoi. Ça devient un plaisir, quoi. Une dernière. Une photo retenue, mais combien de prises avant? Il y en a très peu, en fait. Hein. Très peu? Parce que ça sert à rien. Enfin, ou bien il se passe quelque chose, ou il se passe rien, mais après, ça sert à rien d'en faire 25. Ou bien à un moment donné, il y a un rapport qui a été établi, il y a quelque chose qui se passe, et donc voilà. Non, c'est 3, 4. Après, ça sert à rien. A priori, ça sert à rien d'en faire 25. Parce que c'est pas la 24e photo qui va se passer quelque chose. Si jamais il n'y a rien eu à la 3e, il va rien se passer à la 200e, quoi. Je sais pas, je crois. Non, après, voilà, c'est un sujet qui m'a énormément... voilà, c'est un sujet, un thème qui m'a énormément touché, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une publication de ces photos et textes par souscription nationale? On peut toujours tout imaginer, je sais pas. Mais en fait, j'étais tellement attaché à ce sujet que je voulais surtout pas rentrer dans un processus de publication, parce qu'à partir du moment où c'était publié, j'avais plus la légitimité de continuer le sujet, puisqu'il était, si quelque chose qui est déjà édité, il n'y a plus besoin de continuer, non? Donc je ne laisse surtout pas éditer, parce que j'avais besoin pathologiquement, maladivement, de retourner là-bas, continuer ce sujet, non? Je sais pas. Mais oui, je ne sais pas, peut-être. Ou bien à un moment donné, c'est un travail qui est possiblement peut-être intéressant, et donc à un moment donné, il y aura une publication, ou ça ne l'est pas, et il ne le sera pas, puis tant mieux, quoi. Donc voilà. Après, il faut faire confiance au temps, quoi. Non? Peut-être une dernière question pour Hervé ou... Alors, je voulais savoir si c'était vous qui avez écrit les différents textes pour chaque personnage, car je les ai trouvés vraiment très simples, très sobres et très profonds. Je voulais vous en remercier. C'est pas moi qui les écris, c'est eux qui les ont écrits, quoi. Non. Après, c'est des extraits. Alors après, la difficulté, c'est il faut un minimum travailler ces extraits-là, mais pas trop non plus. Enfin, que ça reste du langage oral et que ça reste les propres mots des tireurs sénégalais, quoi. Jusqu'à une certaine limite, dans la mesure où si c'est plus compréhensible ou s'il y a trop de redites, à un moment donné, c'est pas lu et donc c'est pas utile, quoi. Mais enfin, j'ai pas inventé, quoi. Enfin, c'est leurs propres mots, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On repasse du coq à l'âne. Je pense qu'il y avait 2 questions pour vous.
Oui, c'est ça. On peut encore réagir alors? Ok, En fait, ce sont des réactions plutôt que des questions. C'est OK? Ok. La première, c'est ce qui me venait en écoutant l'ensemble des trois interventions, c'était une espèce de duo complexité-complicité. C'est-à-dire, dans ces histoires de massacres, on retrouve toujours une alliance entre certaines parties de la population dominante avec l'envahisseur, le colon. Hein. Donc c'était particulièrement frappant dans votre récit. Mais on peut penser aussi qu'au Maghreb ou en Afrique aussi, cette situation des alliances entre les classes dominantes et l'impérialisme, le colon, etc., ça fait partie de la problématique et ça nous évite de tomber dans quelque chose d'un peu manichéen ou trop simpliste. C'était ma première réaction. La deuxième réaction, c'était un écho de ce qu'a dit Hosni sur quel est l'impact de toute cette souffrance sur les descendants. Et évidemment, c'est la question c'est presque la seule question que je me pose, moi. Comment ça se fait que encore aujourd'hui, en ce qui me concerne, et j'en discutais aussi avec Maïté, comment ça se fait que c'est toujours aussi émotionnel et fort? Et je me disais qu'il y avait des choses dans ces récits. Si je reprends ce qui s'est passé pour Antoine Abibou, il a été traité de menteur, on l'a volé, on l'a déshabillé, on l'a fait prisonnier. C'est quelque chose qui n'a pas été dit, qui a été très peu dit aussi. Il a été emprisonné à Gorée. Ça apparaît dans un certain texte, mais peu d'historiens l'ont repris. À Gorée, vous comprenez ce que ça veut dire, après Tiarogne, d'être prisonnier à Gorée. Voilà. Et donc, il y a eu il a été déshabillé, changé de vêtements, etc. Et donc, finalement, moi, ce que j'ai reçu quand j'avais 6 ou 7 ans, c'est un sentiment d'injustice, d'humiliation, d'indignité. Et c'est ça moi, je n'ai pas directement souffert physiquement. Par contre, la souffrance qui est la nôtre aujourd'hui, descendants, c'est cette souffrance de l'indignité. Voilà. Et le troisième point, la troisième réflexion, c'est finalement, je comprends en quoi, en écoutant vos récits, en quoi c'est important finalement de témoigner comme descendants des victimes, parce qu'effectivement, ces témoignages sont extrêmement gênants pour ceux qui les ont commis ou ceux qui continuent à défendre les thèses officielles, par exemple pour Tiarogne, de la mutinerie. Voilà, et c'est ce qui me donne la force aussi de continuer à témoigner de ce que j'ai entendu. Peut-être qu'il y a une dernière question dans la salle et en fait, faire juste un petit tour de questions et peut-être un dernier petit tour parce qu'il y a vraiment... Ouais, alors si vous avez pas de questions, c'est encore mieux. Je ne veux pas vous censurer, mais sinon. Non, juste sur cette question des alliances, elle est intéressante parce que il y a quand même quelque chose de l'ordre des alliances de classe qui se déroule, et c'est bien intéressant de poser la question par cet angle-là. D'une façon très très naïve, j'ai été marquée par le récit de ces massacres en Algérie et par cette question du manque de sources. Comment faites-vous alors? Comment avez-vous fait pour reconstituer ces massacres, pour évaluer le nombre de morts qui ont été occasionnés par ces massacres? Quels sont les outils en tant qu'historien que vous exploitez aujourd'hui pour reconstituer cette histoire-là, qui est absente visiblement des sources? Pour monsieur? Pour l'Algérie, pour les massacres algériens. Je réponds. Je pense que le travail que fait Armelle est un travail absolument, pour ma part, que je découvre et que je découvrais récemment, est un travail absolument exceptionnel. Réconcilier les mémoires, c'est dire la vérité. Je crois que nous sommes une commune humanité. Il faut voir l'avenir, construire notre commune humanité, construire notre commune fraternité.
Et comment la construire, cette commune fraternité? Vous n'êtes pas coupable, je ne suis pas coupable. Nous ne sommes pas coupables, ceux qui sommes, nous, les gens du présent. Quelque chose s'est passé dans le passé. Notre devoir, c'est un devoir de vérité. Je crois que dire la vérité, c'est déjà amplement nous réconcilier. Et ensuite, construire l'avenir ensemble, sans mépris, sans idéologie obscurantisme, sans idéologie du rejet. Je pense que c'est cela qui est fondamental. De regarder les uns les autres, non plus en tant que race, d'ethnie, de religion, mais nous regarder les uns les autres comme une commune humanité. Et ce n'est ni de ma faute ni de la vôtre que Saint-Arnaud soit parti tuer des... et le travail extraordinaire qui est entre Mabel et ses compagnons, c'est un travail dans ce sens. Malheureusement, pour l'Algérie, il y a un travail extraordinaire qui se fait. J'ai dit les historiens français, il ne faut pas qu'on se trompe. Sur les massacres après 1900, il y a des travaux. Il y a Marie Moscopo qui fait un travail exceptionnel. Elle a fait le travail sur les massacres de Skikda et sur un massacre de Oued Rjenj, près d'El-Milia. Elle a fait un travail. Si je venais à vous raconter, c'est une magnifique histoire de réconciliation entre d'anciens soldats de l'armée française et de jeunes descendants de victimes de la guerre. Ils se sont réconciliés à travers une enquête sur un massacre et ils sont allés vers la vérité. C'est la vérité qui les a réconciliés. Je pense aussi à un travail sur le massacre de Marguerite qui a été publié en Algérie par un Français. Donc il y a des travaux là-dessus, sur le 8 mai 45, il y a des travaux qui se font. Mais je pense qu'ils posent problème, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, qui posent problème à la conscience des historiens français, en fait, des classiques, hein, des historiens universitaires. Hein. C'est la période 1830-1848. 1871. Elle pose vraiment un problème et on la couvre d'un manteau de silence parce que, oui, elle pose un problème. Comment se fait-il que la France porteuse, la France porteuse des droits de l'homme, porteuse soit arrivée à accomplir, et ce n'est pas des crimes isolés, c'est une logique de meurtre. Il y a une logique de meurtre. Chez Saint-Arnaud, il faut lire son courrier, ses lettres, sa correspondance. Il y a une logique de meurtre. C'est un assassin, qu'on ne le veuille pas. Il a été ministre de la France. Il a été maréchal et ministre de la France, mais c'est un criminel. Pélissier est devenu le ministre de la France. Il a été, juste après avoir accompli son meurtre, il a été élevé au grade de général, et après il a été élevé au grade de maréchal, et ensuite il a été gouverneur de l'Algérie. Donc il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire comment cette impunité généralisée à l'égard de chefs militaires qui accomplissent des forfaits inadmissibles au regard des droits de l'homme, au regard des droits de la guerre, je ne dis même pas des droits de l'homme, ça n'existait pas encore, mais aux droits de la guerre. Comment ces chefs-là aient pu être impunis et être reconnus par la... Mais ceci appartient au passé, encore une fois. Ce n'est ni vous ni moi. C'est un truc à étudier de manière objective, sans parti pris, et sans se jeter l'anathème, et sans condamnation, et sans stigmatisation. Voilà. Il y a peut-être je prends une dernière question et on va passer à la conclusion. Et si vous pouviez faire un petit peu condensé. C'est peut-être avant la conclusion, pour être un petit peu polémique et vous répondre, peut-être faire quand même attention au contexte. Pendant qu'on a les massacres en Algérie entre 1830 et 1870, on n'est pas dans une société française apaisée par rapport aux massacres. On est dans une époque où les massacres se répondent de part et d'autre. Donc, quelque part, si j'ose dire, comment peut-on imaginer qu'il y ait des sanctions contre ces massacreurs dans une société où on vient de sortir des massacres de Vendée,
des massacres de la guerre d'Espagne, où on va avoir les massacres de la Commune de Paris, et où le colonel Cavaignac que vous citez rentre en France, devient chef d'État et massacre les ouvriers en juin 1948. Donc dans cette logique-là, il ne s'agit pas d'opposer des massacres à d'autres massacres, mais on ne peut pas imaginer finalement dans leur conscience qu'il y ait un droit de réponse à ces massacres qui se passent en Algérie, étant donné que finalement, en métropole, ils agissent, cette armée, ces militaires agissent de la même façon. Et je crois qu'il faut bien distinguer le 19e siècle de l'après-Première Guerre mondiale, qui marque une première rupture dans la logique, et de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où avec l'expérience de la résistance et du retour des camps, l'appréciation du massacre et de la réciprocité sera encore différente. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir passer à la conclusion parce qu'il y a pas mal de gens qui reprennent un train en fait. Merci.